C'est un moment important. Nous devions accueillir un ami, mais malheureusement qui a des problèmes de santé. Et c'est le professeur Aurélien de Reignès que j'ai grand plaisir à accueillir. Monsieur le professeur, je vous remercie d'être parmi nous à notre congrès Lyon de printemps. Vous avez accepté, au pied levé, même un dimanche, de nous faire découvrir ce qu'est la médecine génomique. Je vous prie de nous excuser de vous avoir pris du temps un dimanche sur votre vie familiale. Votre présence, même en visioconférence, est une reconnaissance envers les Lyons de leur soutien à la Ligue contre le cancer. Médecin spécialiste de la médecine génomique en cancérologie, vous avez contribué à son essor en France ces 15 dernières années. Vous avez dirigé le programme CIT, Carte d'identité des tumeurs, de la Ligue nationale contre le cancer, programme totalement dédié à la médecine génomique. Vous avez aussi participé à de nombreux projets de recherche internationaux dans ce domaine de recherche. Au total, vous avez travaillé sur plus d'une trentaine de types de cancers avec de nombreux collaborateurs. Vos travaux ont permis d'identifier des biomarqueurs pour rendre le diagnostic plus fiable pour plusieurs cancers. Plusieurs de ces biomarqueurs sont maintenant utilisés de façon courante en France et à l'étranger. Monsieur, vous venez d'être nommé professeur à l'Université de Paris et praticien hospitalier à l'AP-HP. Vous allez nous exposer cette nouvelle discipline médicale qu'est la médecine génomique en cancérologie. À vous, professeur. Merci beaucoup, Madame la gouverneure, et merci à tous de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez correctement pour commencer? Oui. Oui, très bien. Bon, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez correctement les diapositives? Parfait. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie vraiment infiniment de votre accueil et de votre invitation, et j'espère que ce sujet forcément douloureux qu'est le cancer ne va pas trop assombrir votre belle journée, magnifique. Voilà, et donc je vais vous parler de cette discipline que moi je trouve passionnante, qui est la médecine génomique. Alors, tout d'abord, eh bien, il faut commencer par le commencement, et au commencement était la cellule. Et oui, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants. Et peut-être que vous le savez déjà, notre corps en contient 100 000 milliards. Ce qui est absolument phénoménal, c'est que ces 100 000 milliards de cellules, eh bien, elles coopèrent de manière remarquable pour que tout notre corps fonctionne correctement. Parmi ces 100 000 milliards de cellules, en fait, il y a des centaines de types différents de cellules qui ont des fonctions qui n'ont rien à voir. Et là, je vous ai représenté des images de différents types de cellules. Et je sais pas, enfin moi je trouve que c'est fascinant de beauté en fait ces cellules. On dirait presque des animaux, enfin des sortes de plantes marines, quelque chose comme ça. Et bien tout ça se trouve dans notre corps et fonctionne harmonieusement. C'est vraiment, moi je suis fasciné quoi. Et puis en fait
pour toutes ces cellules, elles ont exactement le même ADN, c'est-à-dire le même livre de recettes, et pourtant elles font des choses différentes. Alors comment elles font? Mais en fait, elles vont pas toutes ouvrir le livre de recettes à la même page, elles vont pas faire le même plat, et donc ça va se traduire par le fait qu'elles vont pas transcrire les mêmes ADN, les mêmes gènes, donc on n'aura pas les mêmes ARN et les mêmes protéines. Interrogation surprise, hein. Il faut quand même, avant de parler cancer, qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux. Alors, première question sur 5 points, où sont les gènes? Alors, les gènes, en fait, sont portés par l'ADN qui se trouve dans nos chromosomes, lesquels se trouvent dans le noyau des cellules. D'accord? Et puis, deuxième question sur 5 points, comment passe-t-on du génotype au phénotype? Alors peut-être que génotype et phénotype, pour vous, ce sont des gros mots. Alors je vais quand même traduire. Le génotype, en fait, c'est le génome, donc c'est l'ADN, d'accord? C'est la séquence de notre ADN. Et le phénotype, c'est ce qui porte la fonction dans la cellule, d'accord? C'est la fonction finale. Et en fait, pour passer de l'un à l'autre, il y a plusieurs étapes successives. En fait, d'abord, l'ADN est transcrit en ARN, puis ensuite l'ARN est traduit en protéines. Et en fait, c'est la protéine, elle, qui est vraiment fonctionnelle dans la cellule, donc qui est, par exemple, capable d'avoir des fonctions de production d'énergie ou de métabolisme divers. Alors, maintenant qu'on est déjà plus savant sur ces questions, on a une dernière question, celle-là sur 10 points, qui est beaucoup plus difficile. Comment la cellule sait quel gène lire? Parce que oui, elle a tout le livre de recettes, mais comment se débrouille-t-elle pour, par exemple, une cellule de peau? Comment elle sait qu'elle doit lire uniquement certains gènes et pas les autres? Eh bien, en fait, elle a une liste de devoirs, c'est-à-dire en fait des marque-pages dans le livre de... Et ça s'appelle un programme épigénétique. C'est-à-dire le programme n'est pas encodé dans l'ADN, il vient en fait modifier temporairement et de manière modifiable l'ADN. Ça s'appelle l'épigénome. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que la médecine génomique, elle va utiliser énormément les informations qu'on vient de manipuler, c'est-à-dire le génome, le transcriptome et maintenant un petit peu le protéome. En fait, pour chacun de ces niveaux d'information dans la cellule, l'ADN, l'ARN, les protéines, on a des technologies extrêmement performantes qui sont capables de les mesurer de manière très complète, au moins pour l'ADN et l'ARN, moins pour les protéines. Alors maintenant qu'on sait un petit peu mieux comment fonctionne la cellule, comment une cellule qui est parfaitement normale au départ mène à un cancer. Là, le cancer est causé par la transformation progressive d'une cellule qui est tout à fait normale au départ en une cellule tumorale, par des mutations successives de l'ADN. J'ai représenté les mutations ici par des petites étoiles. Et donc, ça se fait pas en une fois, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous le savez probablement tous, que, en fait, le cancer est surtout une maladie liée à un âge avancé. C'est très rare chez les jeunes, le cancer est beaucoup plus fréquent au-delà de 60 ou 70 ans. Il faut le temps pour accumuler en fait toutes ces lésions successives de l'ADN. Et en fait, ces lésions de l'ADN, elles vont aboutir à ce que finalement le livre de recettes va avoir des erreurs et les cellules vont proliférer de manière incontrôlée, ce qui n'était pas prévu au départ. Et maintenant, comment traite-t-on un cancer? Alors, un humoriste que j'aime beaucoup et qui est plus là répondrait sans doute, ça dépend. Mais il a raison. En fait, il y a plusieurs types de traitements qui sont utilisés et combinés suivant les cas. Et en fait, c'est d'une complexité très grande. On va juste mentionner ici les grands types de traitements, donc la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Je pense que tous ces mots vous parlent. Les thérapies ciblées, peut-être que ce mot-là vous parle un petit peu moins, je pourrais expliquer si vous voulez, et les immunothérapies. Là où je voulais en venir, c'est que finalement, aujourd'hui, l'ensemble de ces thérapies et leurs combinaisons permet de guérir un patient sur deux, tout cancer confondu. Alors là, en général, les gens s'arrêtent là, et moi je rajoute dans les pays riches, parce qu'en fait, évidemment, dans les pays pauvres, il n'y a aucun système de santé performant, et on comptabilise même pas les cas de cancer. Donc c'est pas la peine de parler
disons, de taux de guérison de cancer dans les pays où en fait il n'y a pas de système pour les guérir vraiment. Quand on a dit tout cancer confondu, en fait, ça veut dire que c'est une moyenne. Mais derrière cette moyenne, il y a des disparités phénoménales. Il y a des cancers qu'on guérit quasiment à 100%, comme par exemple les leucémies premiélocytaires aujourd'hui qu'on soigne avec une combinaison d'arsenic et d'acide rétinoïque. C'est un cancer d'enfant. Et puis d'autres qu'on ne sait quasiment pas soigner, comme certains cancers du cerveau, qui malheureusement font des ravages, on soigne quasiment personne. Alors pourquoi, en fait, certains des cancers ne répondent pas au traitement? Eh bien, parce que les tumeurs des patients sont diverses. Là, je vous ai donné 2 exemples de cas extrêmes. Un type de cancer qu'on sait guérir quasiment toujours et un qu'on sait guérir quasiment jamais. Mais la plupart des cancers, évidemment, sont entre ces 2 extrêmes. La plupart des cancers, on arrive en moyenne à guérir un patient sur 2. Et en fait, ça veut dire que quand on dit le cancer du côlon, le cancer du sein, etc., en fait, c'est pas le cancer, c'est les cancers du côlon, les cancers du sein, etc., parce qu'ils sont très différents. Et c'est pour ça qu'avec les traitements actuels, en fait, ça va répondre pour certains de ces types de ces différents types de cancers du côlon, de ces différents types de cancers du sein, et pas pour les autres types de ces maladies. Évidemment, la question qu'on se pose tous, nous, chercheurs engagés à améliorer la santé des patients, c'est comment on peut améliorer les choses. Eh bien, c'est l'objet de la médecine génomique, c'est d'essayer de répondre à cette question. Alors, petit prélude, en fait, pour aller plus loin, il faut qu'on parle maintenant des nouvelles technologies parce qu'elles sont très importantes dans la médecine génomique. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ADN, l'ARN et dans une moindre mesure les protéines, eh bien, il y avait des technologies qui permettaient de les mesurer à très grande échelle. Il faut noter de manière plus générale que l'innovation technologique, en fait, elle impacte la médecine depuis toujours. Et notamment, ces dernières années, on a la conjonction de 2 phénomènes. En fait, les technologies informatiques ont amené à accroître considérablement la puissance de calcul, et les technologies génomiques, elles, ont permis en fait d'aller beaucoup plus finement dans les échelles d'observation. Donc, on passe de l'organe au tissu, aux cellules, aux molécules, et en fait, les technologies génomiques, elles sont là, elles mesurent les molécules. Donc notamment, je pense que vous avez tous entendu au moins une fois le mot de séquenceur. Et les séquenceurs, c'est ce qui permet de séquencer par exemple l'ADN ou l'ARN. Grâce à la combinaison de ces 2 grands progrès technologiques qui sont la puissance des ordinateurs et les séquenceurs, on est capable d'analyser ce qu'on appelle les profils moléculaires, c'est le profil des molécules d'ADN et d'ARN, des tumeurs à très grande échelle. Et en fait, ça fait une très grande différence parce que de cette façon-là, on est beaucoup mieux informé sur ce qui se passe dans la tumeur d'un patient donné. On n'est plus sur une idée très générale, en moyenne, de le cancer du sein en général, alors qu'en fait, il y en a plein de sous-types. Et donc, tout ça, ça amène à un changement de modèle de médecine. On passe d'une médecine qu'on pourrait appeler en anglais la même taille pour tous, one size fits all, c'est-à-dire le même médicament, quelles que soient les situations pour un cancer particulier, à une médecine qui est dite génomique, parce qu'elle va s'appuyer sur les technologies génomiques et en fait beaucoup sur l'informatique, pour aller mesurer dans chaque profil moléculaire de tumeur les particularités qu'on peut y trouver, et donc adapter les traitements en fonction de ça. Alors, quel est le principe général de cette médecine dite génomique? C'est d'avoir d'abord un diagnostic plus précis, et cela grâce au profil moléculaire, comme je viens de l'expliquer. Donc, en fait, on va commencer par identifier les différentes formes moléculaires de la maladie, qu'on appelle des sous-types moléculaires. Donc là, je l'ai schématisé par A, B, C, D. Donc, au lieu de dire on a le cancer du côlon en général, on va dire on a le cancer du côlon de type 1, 2, 3, 4 ou A, B, C, D, comme vous préférez. Et une fois qu'on a ce diagnostic plus précis, on va
en fait, derrière ces sous-types moléculaires, avoir des biologies différentes. Et ça va nous aider à identifier, en fait, quels sont les traitements les plus adaptés à chaque sous-type. Donc, on va pouvoir mieux orienter les traitements et améliorer ainsi la survie des patients. Alors, les étapes de la mise en place de la médecine génomique, c'est, comme je viens de le dire, c'est d'abord, il faut acquérir des connaissances sur le cancer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est identifier les sous-types moléculaires. C'est ce que je vous expliquais il y a un instant. Très souvent, quand on arrive déjà à cette étape, on a une information capitale, c'est que, en fait, les sous-types moléculaires de la maladie n'ont pas du tout la même survie. D'accord? Donc ça, c'est des courbes de survie. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. L'axe en bas, c'est l'axe du temps. Et l'axe vertical, c'est l'axe du taux de survie. Donc vous voyez, par exemple, la première courbe bleue, les gens survivent plus que, par exemple, dans la courbe rouge au fil du temps. Et donc, ça, c'est une information très importante parce que c'est très indicatif que, effectivement, il se passe pas la même chose quand on a un sous-type de cancer à décéder. On n'a pas la même survie déjà, et ça veut dire que probablement la biologie derrière n'est pas du tout la même. Ça, c'est l'étape suivante, c'est d'aller voir quelle est la biologie particulière de chaque sous-type de cancer. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que, par exemple, il y a des sous-types qui vont proliférer beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui vont être capables de résister beaucoup mieux, par exemple, aux chimiothérapies. Il y en a qui vont beaucoup plus facilement métastaser. Voilà, tout un tas de particularités qui sont complètement liées à leur biologie profonde. Et tout ça, amène en fait à proposer des hypothèses de traitements différents en fonction de la situation qui peuvent être testés dans des essais cliniques. Une fois qu'on a acquis toutes ces connaissances sur le cancer d'intérêt qu'on regarde ici, en fait, ça va nous informer du point de vue clinique pour le diagnostic de malignité, parce qu'en fait, il y a des cancers, enfin, plus exactement, il y a des tumeurs qui sont bénignes et d'autres qui sont malignes. Et parfois, disons les méthodes usuelles qui sont l'analyse l'analyse par les pathologistes, ça n'est pas facile. On n'arrive pas toujours à être sûr dans quelle case doit tomber une tumeur particulière. Donc là, les analyses moléculaires permettent de dire c'est bénin, c'est malin de manière très fiable. Et puis, évidemment, il y a le diagnostic de sous-type ABCD, dont je parlais déjà tout à l'heure. Ça c'est le premier impact clinique, c'est un diagnostic plus fin. Et le deuxième impact clinique, c'est une amélioration de la prise en charge. Alors, la première décision dans la prise en charge, c'est est-ce que je prescris un traitement, oui ou non? C'est aussi bête que ça. C'est est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? En fait, si vous avez une tumeur, si vous avez un patient qui est, mettons, très âgé, qui a une tumeur d'évolution très lente et pas très méchante, vous avez probablement pas toujours intérêt, ça dépend, hein, à lui donner un traitement très toxique qui pourrait lui faire plus de mal qu'autre chose. Donc la question de la prescription, c'est pas du tout automatique, hein, c'est un peu comme cette publicité là sur les sur je sais plus quel sur les aidez-moi. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ben c'est pareil. Voilà, de manière générale, on prescrit pas forcément toujours quelque chose. Il y a des cas où il vaut mieux ne rien faire parce que de toute façon, la tumeur ne va pas causer de mal, plus de mal que ça au patient. Donc ça, évidemment, le fait d'avoir des connaissances beaucoup plus précises sur le type de la maladie est très important pour savoir si on prescrit ou on prescrit pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose, c'est que très souvent, je pense que si on fait un micro-trottoir et qu'on demande aux gens qu'est-ce qui est le problème le plus important pour le cancer, les gens vont probablement vous répondre de trouver des nouveaux traitements. C'est vrai, mais c'est pas le seul problème. Il y a un autre problème que les gens oublient très souvent, c'est le surtraitement. En fait, il y a tout un tas de cancers pour lesquels il y a en fait une partie des patients qui ont des cancers assez indolents, qui leur feraient pas grand mal,
et on leur propose des traitements, disons, par mesure de sécurité, qui ont des effets secondaires très délétères. Donc, pensez par exemple à toutes les personnes qui ont des cancers de la prostate et à qui on fait des prostatectomies avec des effets secondaires très douloureux pour les personnes et leur vie. Et ben, là-dedans, il y en a pour qui c'était indispensable et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon ils seraient morts de leur maladie, mais il y en a d'autres pour qui c'est inutile. Donc et pour le cancer du sein, c'est pareil, hein. Il y a des personnes, voilà, des femmes qui reçoivent des chimiothérapies qui les sauvent. Et puis d'autres, en fait, elles n'avaient pas besoin de ça parce que de toute façon, leur cancer n'était pas si méchant que ça, sauf qu'au moment où on l'a fait, on n'était pas capable de le savoir. Et évidemment, bah, ça affecte leur qualité de vie. Donc le surtraitement, c'est un vrai problème aussi, qui est souvent moins perçu. Et donc cette question de la prescription est très importante. Il ne faut pas toujours faire quelque chose. Parfois, c'est mieux de ne rien faire, justement. Et puis, bien sûr, il y a la question d'identifier des nouveaux traitements. Alors, nouveaux traitements, ça ne veut pas dire nouveaux médicaments. C'est par exemple des nouvelles combinaisons de drogues existantes ou des nouvelles manières de choisir les traitements qu'on va administrer aux patients. Et puis, évidemment, il y a la question des nouveaux médicaments qui peut se poser. Alors, maintenant, je vais quand même vous parler un tout petit peu de ce qu'a fait la Ligue pour faire émerger la médecine génomique en France. En fait, la Ligue a été extrêmement pionnière au niveau mondial, je dirais, puisqu'elle a créé en 2002 le programme carte d'identité des tumeurs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, le séquençage du génome humain, il a été fini seulement en l'an 2000. Donc ça veut dire que juste après qu'on ait fini, et donc le séquençage du génome humain, c'était un projet international qui a duré une quinzaine d'années, avec beaucoup de pays dans le monde, évidemment les États-Unis, la France et beaucoup d'autres. Et très peu de temps après qu'on ait séquencé le génome humain, évidemment, tous les médecins se sont dit bah, il va y avoir des maladies pour lesquelles ça va être extrêmement important, ça va permettre des avancées importantes. Et la Ligue a tout de suite réagi en disant bon ben nous on lance le programme carte d'identité des tumeurs et ils l'ont soutenu jusqu'à maintenant. Donc ça fait maintenant 20 ans qu'il est soutenu pour un total de 40 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions d'euros par an. Et ça a joué un rôle absolument déterminant. En fait, même si comparé aux ressources de l'État, vous me direz c'est le petit poucet, mais en fait le petit poucet a réussi un exploit parce qu'avec ces petits cailloux, en fait, il a montré le chemin. Et en fait, ça a été essentiel pour fédérer toutes les forces en France et faire émerger cette discipline. Alors voilà un petit peu des exemples de retombées cliniques du programme CIT. Pour le diagnostic, on a identifié des biomarqueurs qui ont permis de fiabiliser le diagnostic ou de l'affiner dans différents types de cancers. C'est pas exhaustif, hein, j'ai donné quelques exemples parce qu'après la diapo devenait illisible. Donc on a fait ça par exemple pour les tumeurs du cerveau, pour certains sarcomes de l'adolescent qu'on appelle les rhabdomyosarcomes, pour des lymphomes, certains types de lymphomes, et puis pour des tumeurs d'une glande qui est au-dessus du rein, qu'on appelle la glande surrénale. J'ai fait cette diapo il y a déjà quelques temps, donc on est certainement maintenant à plus de 15 000 patients qui ont bénéficié en fait de ces biomarqueurs aujourd'hui en France. Et puis, on a des biomarqueurs qui sont en test dans différents essais cliniques, donc un essai sur les tumeurs du cerveau, un autre sur un type de sarcome, et puis un autre sur les cancers du rein. Je vais vous donner aussi des exemples. Alors cette fois, on n'est pas directement dans les résultats cliniques, hein, parce que les résultats cliniques, c'est vraiment l'étape ultime quand tout va bien. Mais en amont, il y a les résultats de la recherche. Je vous donne aussi quelques exemples. Évidemment, c'est une toute petite partie des choses qui ont été faites que je vous montre, puisqu'il y a eu plus de 200 articles scientifiques publiés dans l'avis du programme. Donc là, je vous présente juste quelques échantillons très récents. Alors, sur les cancers du pancréas, qui sont des cancers extrêmement graves, comme vous devez le savoir, on a eu des travaux très remarqués au niveau international qui ont permis d'identifier une nouvelle piste thérapeutique et évidemment en lien avec une meilleure compréhension de la maladie. Pour les cancers de la prostate, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure,
un des problèmes qui se posent avec le cancer de la prostate, c'est le surtraitement. Et donc là, on a en fait, par une meilleure compréhension de la maladie, on a mis en place un outil qui devrait permettre une désescalade thérapeutique. Et cet outil, il a d'ailleurs été maintenant acquis par une société qui va essayer de le commercialiser via le réseau disons, des laboratoires biomédicaux privés. Sur les cancers de la plèvre, qui est aussi un cancer, c'est le cancer qui est lié à l'amiante, le cancer de la plèvre. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On appelle aussi ça le mésothéliome. Là aussi, on a, par les études du programme CIT, amélioré beaucoup le diagnostic de manière considérable, et ça amène aussi des nouvelles pistes thérapeutiques très intéressantes. Sur les sarcomes, donc, qui sont des tumeurs des adolescents pour l'essentiel, là, on a fait un travail qui, je pense, est vraiment remarquable. En fait, on a identifié un biomarqueur qui permet de prédire la réponse aux immunothérapies. Les immunothérapies, c'est des thérapies très très récentes qui existent maintenant depuis environ 5 ans, qui donnent des résultats fabuleux, mais seulement pour une toute petite partie des patients. Et en fait, c'est des thérapies qui sont extrêmement chères. Donc, trouver des biomarqueurs de réponse aux immunothérapies, c'est évidemment très important parce que ça permet de ne pas exposer des patients qui n'en auraient pas le bénéfice aux effets secondaires des immunothérapies. Et puis, du point de vue économique, ça évite d'alourdir, disons, le poids pour les contributeurs français de la médecine. Dans un cas où ce ne serait pas utile, évidemment. Pour les cancers des voies biliaires, on a aussi identifié une classification de cette maladie qui est récemment qui est prédictive très probablement de la réponse aux immunothérapies, et on va essayer de le prouver dans des essais cliniques. Pour les cancers du cartilage, même chose, une classification très probablement prédictive de la réponse aux immunothérapies et qui est très liée aussi au pronostic. Voilà, c'est des exemples de ce qu'on peut faire avec la médecine génomique. Alors, tout ça, je vous ai parlé finalement de ce que nous, on a fait avec la Ligue et le programme CIT. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui a été complètement pionnier en France, hein, qui a lancé cette discipline. Mais aujourd'hui, l'État français se saisit vraiment de ce sujet et il y a quelques années a lancé le programme France Médecine Génomique 2025. Et donc là, l'idée, c'est maintenant d'organiser une filière de médecine génomique en France. Et pour l'instant, il y a 2 plateformes de médecine génomique qui ont été choisies, une à Lyon qui s'appelle Oragène et une à Paris qui s'appelle Sequoia. Et en gros, chacune des 2 plateformes se partage pour l'instant la moitié du territoire. Alors, je pense que la représentation sur la carte, c'est une représentation, évidemment, l'Île-de-France ne fait pas cette taille-là, vous vous en doutez, c'est une représentation liée au nombre de patients concernés. Donc, comme l'Île-de-France est beaucoup plus peuplée que, par exemple, ses voisins immédiats, évidemment, sa forme est déformée et grossie. Voilà. Donc la France, en tout cas, est en train maintenant de vraiment faire rentrer à l'hôpital la médecine génomique. Et donc, je vais vous parler juste un tout petit peu de la plateforme Sequoia, donc qui est la plateforme de l'Île-de-France que j'intègre, moi, au 1er septembre. Et donc, comment ça va fonctionner? On va avoir un laboratoire qui va produire le séquençage des ADN et des ARN, un laboratoire bioinformatique qui va analyser ces données de séquence, et puis un laboratoire biomédical qui va les interpréter pour mener à la décision clinique de traitement. Voilà, donc pour la médecine génomique, on peut dire que c'est la fin du début, puisque maintenant, évidemment, il y a encore énormément de travail à faire, mais on rentre dans l'hôpital et ça commence. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Professeur, je vous remercie infiniment. Merci à vous.
Alors moi, j'aurais une question. Je ne suis pas professionnelle du médical, mais est-ce que cette médecine génomique est déjà en place parmi nous? Absolument, oui, puisque en fait les deux laboratoires dont je viens de parler, Sequoia et Oragen, ont ouvert maintenant il y a environ 1 an ou 1 an et demi. Et donc, à ma connaissance, sur le territoire français, il y a déjà eu plus de 5000 patients qui ont bénéficié à ce jour de ces filières génomiques-là. Donc ça y est, c'est en place. Évidemment, c'est quelque chose d'incrémental. Donc, pour l'instant, le nombre de cancers, de types de cancers pour lesquels il y a des prescriptions par ces plateformes est encore assez limité. Mais on peut imaginer que, au fil du temps, ça va s'ouvrir et que, à l'arrivée, au bout d'un certain temps, la plupart des cancers, des types de cancers pourront bénéficier de ces approches. Merci. Est-ce qu'il y a une Donc, question dans la salle? Nous attendons parce qu'on a des amis qui posent des questions par SMS. bien sûr. Émile. Ce sont des questions techniques, excusez-nous. Non, c'est pas grave. Le traitement par immunothérapie peut-il convenir pour tous les cancers? Exemple, dans le cancer de l'endomètre avec ASSIST, cette thérapie est-elle réservée à l'hôpital Cochem ou peut-on en bénéficier à La Roche-sur-Yon? C'est un Emilion qui nous pose cette question. Alors, sur une question aussi précise que ça, c'est-à-dire les cancers de l'endomètre avec ça, disons que, vous savez, c'est quand même très très spécialisé le traitement du cancer. Hein. Donc moi, je suis quand même loin du patient. Hein. Donc je sais pas vous répondre à une question aussi précise que ça. Ce que je peux dire, c'est que le principe des immunothérapies, en fait, c'est un principe d'action où on va réactiver le système immunitaire, c'est-à-dire les cellules immunitaires, parce que dans les cellules immunitaires, vous en avez qui sont capables de tuer les cellules cancéreuses. Et en fait, un cancer ne peut se développer que s'il réussit à contourner le contrôle du système immunitaire. Sinon, il ne se développe pas. En fait, sinon, il est sous contrôle du système immunitaire. Les cellules cancéreuses se font détruire avant de faire quoi que ce soit. Et donc le principe des immunothérapies, c'est finalement de réactiver la capacité du système immunitaire à tuer les cellules cancéreuses. Ce principe, en fait, il est général, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un type de cancer, a priori, pour lequel ce serait pas utile. Et donc les indications des immunothérapies se font pour un très grand nombre de types de cancers. Précisément pour l'endomètre, je ne sais pas. D'accord. Et alors en fait, la question c'est plutôt pour décider du fait qu'on va donner une immunothérapie, c'est beaucoup lié en fait à des caractéristiques moléculaires très particulières. Parce que en fait, qu'est-ce qui fait réagir le système immunitaire dans une cellule tumorale? C'est le fait, en général, qu'elle soit très mutée, parce que quand on a des mutations, la cellule va présenter à sa surface des petits morceaux, en fait, de son génome. Enfin, plus exactement, c'est des morceaux de protéines. Donc, on est en bout de chaîne après la traduction, la transcription et la traduction. Elle va présenter des tout petits morceaux de protéines. Et les cellules immunitaires viennent et regardent ces petits morceaux.
Si c'est des morceaux qui sont reconnus comme du soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui est normal, elles laissent tranquille la cellule. Si par contre ils disent ah ça je connais, c'est pas quelque chose qui est normal, et dans ce cas-là la cellule se fait tuer. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et plus une cellule une cellule tumorale va être mutée, plus elle a de chances de présenter à sa surface des petits morceaux anormaux et donc de se faire identifier comme anormal par les cellules immunitaires. Donc c'est plutôt sur ce genre disons de biomarqueurs-là qu'une décision de traitement va être faite. Après, n'étant pas moi oncologue médical dans les centres, je suis incapable de vous dire aujourd'hui dans quel centre on pourrait traiter les endomètres avec acide sur ces thérapies-là. Cela dit, je pense que là, pour le coup, le réseau de la Ligue contre le cancer peut vous aider très bien à répondre à cette question. Donc, si vous me faites suivre la réponse par mail, je me débrouillerai pour vous faire répondre. Voilà. Je vous remercie. Effectivement, je demanderai à cet ami Lyon s'il souhaite que je vous fasse suivre cette question. Professeur, je vous remercie très sincèrement au nom des Lions du district Centre-Ouest d'avoir pris de votre temps, de votre vie familiale et surtout un dimanche. Merci d'avoir été parmi nous pour ce congrès. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Et bonne continuation donc, pour votre congrès. Merci bon dimanche encore à vous, professeur. Merci. Merci.